Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benjamin Génie, je suis le directeur de la formation professionnelle de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un cycle qui nous tient à cœur à l'EN3S et qui fête ses 10 ans cette année, cycle en santé publique, gestion du risque maladie. Sans plus attendre, je vais vous présenter l'ensemble des intervenants qui vont nous permettre de brosser les 9 modules qui composent ce cycle pour cette année 2024. Je vous rappelle aussi que l'objectif de ces webinaires, c'est à la fois de diffuser du contenu, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous. Donc, vous n'hésitez pas, vous avez un fil questions-réponses et vous pouvez nous poser des questions par écrit à laquelle on pourra vous répondre. Vous aurez aussi, suite à ce webinaire, un replay qui vous sera proposé, ainsi que les supports de présentation qui vous seront réenvoyés. Sans plus attendre, parce qu'on a un temps qui est finalement assez court, donc je vais déjà présenter l'équipe de la formation continue qui nous permet de concocter ce programme. Nous avons Claire Montet, qui est responsable projet pour l'N3S et qui œuvre à la construction avec nos partenaires de ces modules. Et puis Laurence Braillon, qui intègre aussi l'équipe cette année sur la partie programme en santé, programme de formation en santé. Ensuite, nous avons nos partenaires pour ce cycle que je remercie d'avoir pu dégager un peu de temps pour être avec nous et avec vous. Côté Caisse nationale d'assurance maladie, Laurence Dauphy, Madame Gestion du risque, directrice gestion du risque à l'assurance maladie. Pour l'ARS, nous avons Tanguy Baudin, qui est directeur délégué à Paris de l'ARS Île-de-France. Nous avons aussi un partenaire qui nous tient à cœur au niveau ARS, Philippe Nati-Dauphin, qui, alors je laisserai peut-être me présenter après les fonctions, mais qui est notamment le pilote du module médicaments et dispositifs médicaux. Et puis, autre partenaire avec qui nous travaillons sur ce cycle depuis maintenant 2 ans, la Mutualité sociale agricole, avec à la fois Sandrine Farr et puis Virginie de Souza, qui présenteront plus particulièrement le regard MSA sur 3 modules de ce cycle. Alors, sans plus attendre, on va essayer de dérouler, on a un temps qui est assez court, et de vous expliquer pourquoi on a choisi de co-construire et de construire ce programme-là. Déjà, dire que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des politiques publiques, et nous, on est très attachés à ce que ce soit à la fois du côté des intervenants, mais des participants, on puisse avoir des regards croisés de tous ces acteurs en santé que constituent les réseaux de l'assurance maladie, d'autres, le régime MSA, ou bien bien entendu les acteurs ARS. Donc c'est extrêmement important, et si vous venez nous rejoindre ensuite lors de ces formations, on espère aussi, et on sait que vous trouverez aussi en tant que participant un espace d'échange entre pairs, mais aussi avoir des regards croisés sur ce qui se fait dans des réseaux différents, des pratiques croisées. Alors, le premier module, je vais dérouler en même temps la brochure numérique, concerne les parcours de santé. Et on a souhaité, autour de ces parcours de santé, partir d'un exemple d'un parcours qui commence à être assez abouti, qui concerne l'insuffisance cardiaque. Claire, je te laisse présenter les principaux objectifs et les grandes lignes de ce module, et puis ensuite Laurence Dauphy pourra intervenir. Alors, il faut mettre le micro. Voilà. C'est bon. Tout à fait. Donc, sachant que ce module a été conduit sur 2 sessions en 2023 et qu'en fonction justement de la stratégie de prévention que va déployer la CNAM sur 2024, nous avons pensé à des réajustements pour les 2 prochaines sessions. Donc, les objectifs de la formation va être de saisir les différentes définitions de la notion de parcours, ses enjeux, la place et le rôle des CPTS et des maisons de santé dans le cadre des parcours, d'appréhender le rôle des différents acteurs dans la mise en place d'un parcours, en donnant des exemples. Alors effectivement, on a choisi, j'en dirai pas plus, c'est un peu la surprise, d'avoir un parcours de soins coordonnés en CPTS, et alors je donne juste un indice, cette CPTS avait été choisie déjà dans les
grands dossiers de la protection sociale. Ça avait été un exemple phare et donc je vais réitérer avec cette personne. Et puis également, on a choisi de travailler également avec ma pilote sur les implications pour les professionnels de l'assurance maladie vis-à-vis des professionnels de santé pour les sensibiliser. Quelles sont-elles ces implications? Les impacts des modalités de financement sur la prise en charge des parcours. Donc voilà, sur 2 jours, on va travailler ensemble avec les stagiaires de différents territoires, avec différentes populations pour essayer de comprendre voilà, les problématiques de tout un chacun. Différents intervenants de la CNAM, des ARS, de la MSA vont participer justement à ce module puisque nous sommes en partenariat avec les ARS et la MSA. Un petit mot peut-être aussi de mon intervenante, Laurence Dofy. Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, hein, Claire le disait, hein, ça fait déjà deux exercices hein, qu'on a Oui. ce module autour des parcours de soins. Et évidemment, il n'y a rien de plus vivant qu'un parcours de soins. Juste dire que la notion de parcours de soins, d'approche populationnelle et voilà, d'intégration des soins, c'est une des premières briques essentielles hein, du programme Rénov GDR que l'assurance maladie a mis en œuvre et a structuré depuis 2021. Et je disais que c'était évidemment un sujet très vivant. D'abord très vivant parce que associé, Claire le disait, de nombreux partenaires, avec une exigence de proximité avec le terrain dès le début des projets. Hein. Je crois que c'est aussi abordé dans ce module autour du diagnostic territorial. Et vous dire, voilà, on avait commencé, en tout cas du côté assurance maladie, plutôt par porter et décortiquer et faire un peu du parcours insuffisance cardiaque, notre premier modèle en la matière, mais que dans la convention d'objectifs et de gestion de l'assurance maladie, hein, pour les 4 ans à venir, on élargit cette vision. Alors tout évidemment, on ne laisse surtout pas tomber le parcours insuffisance cardiaque, mais on est dans une vision un peu plus large de faire des parcours sur les maladies cardiovasculaires et associées, qui effectivement embarquent si voilà, on examine un peu plus près la cartographie qu'il y a dans charge et produits, une grande partie de patients et embarque la problématique plus globale du suivi des pathologies chroniques en matière cardiovasculaire. Voilà, et donc on a de nombreux spécialistes qui interviennent effectivement sur ce sujet-là et peut-être des nouveaux qui élargissent les professionnels autour des parcours. Et puis peut-être juste mettre une focale qui est extrêmement intéressante dans ce module aussi, c'est tout ce qui est autour de l'innovation des modèles de financement. Claire l'évoquait un tout petit peu avec les articles 51 et des différentes expérimentations qui peuvent contribuer à consolider la mise en œuvre des différents parcours. Merci beaucoup. Voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, vous le verrez en y participant. C'est difficile en 5 minutes. C'est un vrai exercice, un vrai défi. Hein, c'est ce qu'on appelle le pitch. Finalement, pitcher en 5 minutes une formation de 2 jours avec des interventions croisées, c'est pas évident. Et c'est le défi que m'a maintenant relevé Philippe Nati-Dauphin, côté ARS, pour le second module de ce cycle. La GDR à la croisée donc, des médicaments et des dispositifs médicaux. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer de vous condenser un petit peu les grandes lignes de ce qu'on va se dire en 2 jours. La GDR des produits de santé, c'est un domaine qui est totalement en fait indissociable de ce qu'est la politique des produits de santé en général. Produits de santé, on parle tout de suite sécurisation et bon usage, et donc finalement intrinsèquement GDR. C'est un domaine qui combine à la fois des actions très récurrentes. Chaque année, depuis très longtemps, on parle du fait qu'il faut améliorer l'usage des antibiotiques, agir sur les antidouleurs, et ainsi de suite. Mais c'est aussi un domaine qui est en perpétuel renouvellement. Et c'est ce qui fait que c'est totalement passionnant. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours obtenir ou pérenniser des résultats. Et dès qu'on arrête une action vieillit, on voit très vite des résultats diminuer. Il faut trouver des nouveaux moyens de convaincre les professionnels, de les embarquer avec nous, de les fidéliser dans leurs actions. Il faut atteindre les publics et il faut aussi prendre en compte l'innovation thérapeutique. Et plus cette innovation va être technique,
plus la question de bien l'utiliser, on re-rentre dans la mantra de la HAS, le bon patient au bon moment avec la bonne molécule au bon dosage, et on peut rajouter un certain nombre de B, vous le verrez dans notre module de formation. C'est un grand sujet. Cette politique, elle s'enrichit en continu, notamment maintenant sous deux angles. En fait, premier angle, tout ce qui est réduction de l'impact environnemental. Alors, pour les produits de santé, on ne va pas parler que de réduction de l'impact carbone. Parce que finalement, si on réduit l'usage des produits de santé, ou tout du moins si on les contraint à la bonne situation, on va aussi réduire l'impact de toutes les molécules, toutes les métabolites actifs qu'on va pouvoir relarguer dans l'environnement. Sur l'aspect, finalement, réduction du bilan carbone, ça nous ouvre une autre porte qui est très haut dans l'agenda politique aujourd'hui, c'est tout l'aspect souveraineté. Et effectivement, si on veut décarboner et rendre plus verte la chimie des produits de santé, il faut avoir un site à proximité. Notre module, alors, il est très dynamique, ceux qui l'ont suivi peuvent en témoigner. N'ayez pas peur, vous ne vous ennuierez pas. 4 grands temps. Premier grand temps, on plante le décor, on va être sur la présentation générale de la politique des produits de santé avec un regard rétrospectif des intervenants qui interviennent sur ce champ-là et qui ont été au niveau décisionnaire depuis une quinzaine d'années. Ce sera Muriel Dahan, par exemple, qui est IGAS, qui a été en cabinet ministériel, qui maintenant est chez Unicancer. Deuxième temps, on rentre beaucoup plus dans finalement qu'est-ce que fait l'assurance maladie, une revue des différentes actions, des priorités, quelque chose d'assez classique, et ensuite des retours d'expérience terrain, qu'est-ce qu'on a mis en place dans une région, comment est-ce que c'est reçu par des professionnels de santé, qu'est-ce que ces mêmes professionnels peuvent nous apporter pour communiquer de manière plus efficace avec eux, ce qui est extrêmement riche. Troisième temps, c'est promis, je ne vais pas dépasser les 5 minutes, on rentre sur un aspect qui est fondamental dans le pilotage et la gestion de cette dépense, c'est toute l'action sur le prix. Alors ça, ce n'est pas quelque chose sur laquelle vous avez la main en direct, mais c'est quelque chose qui impacte finalement très directement nos concitoyens. Hein. Dès qu'on parle de pénurie, vient tout de suite le débat, est-ce que nous payons assez cher nos génériques ? Ça participe aussi au grand débat de la maîtrise de la dépense de santé globale. Dernier temps, le vendredi après-midi, on est plus sur finalement des ouvertures. Un temps sur comment est-ce qu'on agit pour rendre la plus éco-compatible notre politique du médicament. Encore une fois, 3 aspects, hein, le bon usage, la décarbonation des transports et un aspect un petit peu souveraineté. Et le pilotage de la pharmacie hospitalière, ce qui est un sujet en tant que tel. Dernier temps, et l'Europe dans tout ça, il y a un règlement européen qui est en cours de finalisation, ça fait très longtemps que c'est en marche, et qui révise plein d'aspects qui sont des fondamentaux de la politique du médicament. Et je crois que j'ai atteint à peu près mes 5 minutes. C'est parfait. Je profite qu'il n'y ait pas de questions, mais probablement parce que des interventions suffisamment pertinentes pour passer au 3e module où là, on va avoir un regard et un échange à 3 voix autour de peut-être de l'un des plus gros sujets en termes de politique publique, notamment en matière de lutte contre les déserts médicaux ou les difficultés d'accès aux soins, c'est tout ce qui tourne autour de l'exercice coordonné, de ce qu'on a pu appeler, nous, ce qu'on appelle la gestion et l'animation des territoires médicaux. Et on le traite à travers une approche par les CPTS. Ce module, je vais d'abord laisser Laurence Dauphy vous en présenter les grands enjeux pour l'assurance maladie notamment. Oui, avec plaisir. Puis s'il y a bien un sujet qui est vraiment aux intérêts, au confluent des intérêts de chacun d'entre nous, hein, c'est celui-ci. Puis vous évoquiez la matière vivante. Je pense que si on sans tirer de conclusion de la présentation de ces 9 modules, je pense que c'est un leitmotiv qui effectivement irrigue l'ensemble des modules qui vous sont présentés aujourd'hui. Donc en matière de CPTS, il y a l'objectif, hein, comme plusieurs modules, effectivement, c'est d'arriver à allier
cette vision terrain, cette vision très opérationnelle, et puis la vision d'enjeu de santé publique qu'évoquait Benjamin, de politique publique même, j'oserais dire, et au service de quoi et pourquoi faire mettons en place ou déborde-t-on d'énergie pour mettre en place ces exercices coordonnés. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Et dans ce module, comme dans les autres, vous avez la chance d'avoir des professionnels de terrain qui interviennent. Je pense que c'est ça qui est important aussi de mettre en exergue, en particulier côté assurance maladie, mais c'est évidemment le cas pour l'ensemble des partenaires qui sont ici présents et qui vous présentent des dispositifs très concrets de la vraie vie, partenariale sur le terrain. Comment d'abord, qu'est-ce qu'une CPTS? Pourquoi est-elle faite? On voit très bien depuis plusieurs mois les enjeux majeurs et les impératifs même majeurs en matière d'accès aux soins et d'accès à un médecin traitant en particulier. On voit que les choses se sont effectivement beaucoup recentrées pour l'activité des CPTS sur ces sujets-là. On peut en parler aussi au niveau des parcours, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de voir de quoi on parle, où est-ce qu'elles sont, quel bilan, quelles sont encore les perspectives qu'on a en la matière, et comment, et après je passerai évidemment la parole à mes collègues, et comment nous, institutions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, peu importe, on peut aider les professionnels de terrain, les porteurs de projets, dans la constitution de leurs projets, dans l'aboutissement de leurs projets, et puis on en est peut-être aussi un peu là maintenant dans la durabilité de leurs projets, parce que on voit aussi que parfois ces projets de CPTS sur l'organisation territoriale des soins, elles peuvent reposer sur une ou deux forces de frappe, et puis que parfois ça fait des charges lourdes qui peuvent décourager. Alors comment on peut aider ces acteurs, et puis aussi quel est le lien, c'est largement aussi identifié dans ce module-là, entre les soins de ville et les soins hospitaliers. C'est là aussi un enjeu majeur de la coordination des soins sur l'ensemble des territoires. Voilà. Et je pense vraiment que l'intérêt là, c'est l'ensemble de ces regards croisés au service des professionnels porteurs de projets, mais je laisse mes collègues évidemment compléter cette vision. Oui, merci beaucoup. Donc, l'autre vision, c'est celle qui est portée par la MSA à travers la présentation d'une expérimentation des liens entre CPTS et hôpital de proximité, mais je vais laisser ceux qui en sont les acteurs, qui en parleront bien mieux que moi, Virginie de Souza notamment, le faire. Merci. Oui, effectivement, ça sera l'occasion de mieux comprendre les enjeux de coordination, de structuration et de complémentarité entre une CPTS et un hôpital de proximité, à travers le témoignage, en fait, d'une caisse de MSA et de tous les acteurs impliqués. Alors que ce soit la délégation départementale d'ARS, là en l'occurrence pour la prochaine session de la Haute-Vienne, la CEPAM de la Haute-Vienne et l'hôpital de proximité de HIHL, donc du Haut-Limousin dans le nord de la Haute-Vienne. Cette expérimentation, du coup, est née à partir de 2020 sur quatre territoires, dont le territoire du Haut-Limousin, et c'est cette expérimentation qu'on veut vous présenter, et surtout avoir le témoignage d'acteurs locaux, notamment professionnels de santé leader de la CPTS et un responsable de l'établissement hospitalier. Un partenaire également sera présent avec qui nous avons conventionné pour cette expérimentation, l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP. Il sera à nos côtés pour témoigner de cette action permettant donc d'étudier, de renforcer le lien ville-hôpital entre l'hôpital de proximité et la CPTS. Voilà, donc c'est très interactif, c'est à la fois un retour d'expérience et ça permet aussi aux différents acteurs de pouvoir présenter leur rôle, leur mission, comment ils ont interagi, comment finalement on a pu faire vivre cette transversalité au bénéfice d'une action concrète et opérationnelle. Et vous pourrez naturellement leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci beaucoup. Voilà. Côté ARS, donc Tanguy Baudin vous revient à charge de représenter l'ensemble des ARS à travers notamment le rôle qu'elles peuvent jouer sur cet accompagnement des CPTS.
Bonjour à tous. Pour clôturer ce qui a été dit sur ce module, c'est certain que le sujet des territoires de santé, c'est un sujet qui est cher aux agences régionales de santé, notamment aux délégations départementales qui sont véritablement en charge d'animer les territoires de santé. Donc voilà, ça va être une vision qui est très concrète avec des acteurs qui sont aussi bien des CPTS, des personnes côté assurance maladie ou en agence régionale de santé qui pourront partager un peu des outils, des trucs et astuces aussi pour notamment repérer, on va dire, des leaders territoriaux, des professionnels de santé qui souhaitent s'engager dans ces démarches de coordination. Comment ensuite on peut les accompagner dans leurs projets avec des objectifs communs et partagés entre des professionnels de santé qui ont une vision aussi très territoriale des choses et qui voient bien les besoins et comment nous, on peut les accompagner via des diagnostics et autres. Et ensuite, c'est important de voir comment ces dispositifs, alors c'est un module qui va beaucoup aborder, qui est beaucoup abordé sous l'angle des communautés professionnelles territoriales de santé, mais comment aussi elles s'articulent avec d'autres dispositifs de coordination tels que les dispositifs d'appui à la coordination, les DAC. Donc, on aura beaucoup de sujets autour des parcours complexes, autour du lien ville-hôpital. Et on pourra notamment aborder cette vision et ces regards croisés entre l'assurance maladie, l'ARS et puis ces professionnels qui s'organisent dans les territoires pour mieux coordonner les parcours au bénéfice des usagers. Voilà, donc un module qui est très intéressant et je vous invite à nous rejoindre pour ce prochain module. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour dire qu'il y a, et on ne pouvait pas avoir tous les partenaires aujourd'hui, mais sur ces questions effectivement de territoire de santé, on va avoir aussi l'ANAP à travers l'expérimentation MSA qui sera partie prenante. On a aussi l'École des hautes études en santé publique, le HESP, qui intervient à travers une dimension la plus sociologique sur les fonctions de coordination. Donc c'est aussi un regard on prend un peu de hauteur, voilà, on se projette sur l'émergence de ces nouveaux métiers, notamment les coordonnateurs de CPTS ou la fonction de coordination dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Et puis il y a un aspect très pratique, puisqu'il y a 3 ateliers qui sont dispensés, qui permettent aux différents groupes d'échanger ce dont Tanguy parlait très bien, c'est-à-dire voilà, il faut repartir avec dans son bagage une petite feuille de route ou au moins une envie de faire. C'est aussi l'objectif de la formation, c'est de recharger ses batteries et de voir ce qui peut se faire ailleurs et de remettre en place des choses innovantes sur ces territoires. Je fais le lien et on va continuer avec Tanguy Baudin sur un 4e module qu'on a voulu consacrer à une problématique vraiment transverse en matière à la fois de gestion du risque et plus globalement de santé publique, c'est la question de la santé mentale. Alors, c'est vrai que quand on l'avait préparé l'an dernier, j'avais été interpellé par un simple chiffre, c'est que c'est le premier poste de dépense au niveau maladie. Si on fait le cumul des arrêts de travail liés à ces problématiques-là, de toutes les dépenses médicamenteuses ou d'autres types de dépenses, on en arrive à des enjeux financiers extrêmement importants et au-delà de ça, des enjeux sociaux en lien avec voilà, l'activité professionnelle, en lien avec aussi les différentes cibles, publiques cibles. On a beaucoup parlé des jeunes, par exemple, avec la crise sanitaire, des problématiques de santé mentale. Et puis, ce module-là, il vise vraiment à faire l'état des lieux de ce qu'on peut faire pour améliorer la santé mentale sur le territoire français. Alors, je laisse l'ARS, Tanguy, remettre en lumière ce que font les ARS en matière de santé mentale. Merci beaucoup. Donc, effectivement, l'objectif, c'est à la fois de comprendre comment le sujet de la santé mentale et de la psychiatrie a évolué ces dernières années. On a eu en 2016 la loi de modernisation du système de santé qui a redéfini les missions de la psychiatrie de secteur, mais aussi de la politique territoriale de santé mentale. Dernièrement, en 2021, on a eu les mesures dans le cadre des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Et c'est vraiment de comprendre les enjeux de santé mentale avec une approche qui se veut territoriale pour définir au mieux un parcours de santé mentale dans les territoires avec un peu le triptyque prévention, accompagnement et réhabilitation en santé mentale.
Donc, on va vraiment travailler ces différentes notions, comment la santé mentale s'est développée encore plus en ville et sortie, on va dire, du secteur de psychiatrie, et comment on fait le lien avec tous les dispositifs qui sont développés par l'assurance maladie pour développer l'offre en santé mentale. On a par exemple les expérimentations en cours sur le service d'accès aux soins en psychiatrie. On a les sujets aussi de Mon Parcours Psy. Mais je laisse Laurence compléter sur tous ces dispositifs en santé mentale. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, Benjamin le disait en introduction, et sans vouloir complètement toujours m'y référer, mais quand même, on a sur la santé mentale, la prise en charge de la santé mentale de façon générale dans sa globalité, vraiment un sujet extrêmement emblématique de ce que l'efficience et la pertinence peut recouvrir, tant en matière d'acteurs, puisque ça concerne les acteurs libéraux comme les acteurs hospitaliers, comme le secteur associatif. On a une couverture de la population malheureusement concernée qui est plutôt quand on regarde un peu la cartographie des pathologies de façon précise, qui est de plus en plus concernée, donc une population concernée croissante, et avec parfois, Tanguy le disait, des schémas qui sont compliqués en matière de prise en charge, des circuits de soins qui sont très variables en fonction des territoires. Tout est un peu dans tout, si on fait le lien avec les CPTS aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que l'assurance maladie, dans son programme d'action de gestion du risque, qui assez traditionnellement embarque les sujets de médicaments, les sujets de transport, on en parlera un peu après, les sujets d'indemnité journalière, eh ben, depuis quelques temps, on voit bien que le sujet de la santé mentale transcende un certain nombre de postes de dépenses, et que on a, nous, en particulier sur l'accompagnement des prescripteurs, alors plutôt libéraux, des médecins, mis une focale sur les outils qui permettent aussi de les aider dans la gestion de situations qui sont parfois compliquées, qui embarquent aussi des sujets médicamenteux, qui embarquent des sujets d'arrêt de travail. On a mis en œuvre un certain nombre d'outils comme les MOOC, que vous connaissez tous, mais qui permettent aussi de réaliser des micro-formations pour les médecins libéraux avec les situations, avec des cas très pratiques. Il y a un lien très fort et de plus en plus fort, ça sera aussi l'un des sujets d'un des modules suivants, avec le numérique en santé, les applications connectées, l'ensemble des outils qui permettent d'accompagner les patients. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour de la santé mentale, au-delà même de la seule volumétrie de la population concernée. On voit bien que ça irrigue des sujets d'organisation, de dépenses aussi, n'ayons pas peur des mots, puisqu'on est souvent dans des situations aussi d'arrêt de travail qui sont extrêmement longues, ou de traitements médicamenteux qui sont soit longs, soit inappropriés, ou que les choses évoluent, et puis qu'on peut faire très vite le lien avec des situations sociales qui deviennent compliquées, et que les acteurs de terrain aussi ont à gérer. Donc une approche de la santé mentale vraiment extrêmement large, de la prévention à l'accompagnement, en passant par l'organisation de sa prise en charge. Voilà, c'est l'objectif de ce 4e module qui vous est présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. 5e module, et on reste dans des grands enjeux, et à la fois de politique publique et puis des enjeux financiers importants, voire même on pourrait aller jusqu'à dire des enjeux aussi de légitimité, de confiance dans le bon usage des deniers publics, et puis le système de sécurité sociale au sens large. La lutte contre la fraude. Alors c'est un module qui va à la fois très en amont, puisqu'il s'intéresse aussi aux questions de prévention, des questions d'accompagnement aussi des professionnels de santé en la matière, et puis bien entendu il va aborder les aspects de détection, et puis bien entendu la dimension contrôle et sanctions. Côté MSA, il y a bien entendu un programme et des programmes particuliers en la matière. Je vais laisser Sandrine Farr nous en présenter la teneur. Oui, bonjour.
Donc, Sandrine Faré, je suis pharmacien conseiller technique à la direction du contrôle médical, gestion du risque, organisation des soins de la Caisse centrale de la MSA. Effectivement, ce module consacré à la lutte contre la fraude mise en œuvre par principalement l'assurance maladie et donc la MSA a pour vocation, s'agissant de la mutualité sociale agricole, de présenter à la fois notre organisation en matière de lutte contre la fraude et également de gestion du risque, donc que ce soit au niveau national et au niveau local, les interactions avec nos différents partenaires et notamment évidemment l'interrégime, mais également les gendarmeries, d'autres structures qui sont également impliquées dans la lutte contre la fraude, et de présenter notre stratégie, nos modalités de valorisation des actions mises en œuvre au niveau local par les caisses et leur intégration dans notre plan national de gestion du risque annuel. Tout ceci ayant pour objectif final de mieux vous faire appréhender notre régime et les manières dont nous avons de nous acquitter de nos missions en termes de contrôle et de lutte contre la fraude en santé. Je laisse la parole à Laurence pour le volet CNAM de ce module. Merci beaucoup. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure sur un autre module le programme la rénovation de la gestion du risque a lancé le régime général de l'assurance maladie en 2021 et on est là clairement sur la troisième jambe de ce programme. On a la première brique sur la prévention, les parcours, la santé publique, un peu un cœur de réacteur assez traditionnel en gestion du risque et la maîtrise médicalisée. Et on a cette troisième partie extrêmement importante qui est le contrôle et la lutte contre la fraude. Et l'intérêt vraiment de ce module, mais j'ai des collègues qui y interviennent qui sont encore plus sachants que moi, dont c'est l'activité quotidienne. On a vraiment un vrai enjeu à prévenir, détecter, accompagner, contrôler, sanctionner. Et puis, je rajouterais quelque chose qui n'a pas été abordé aussi, c'est la valorisation de la lutte contre la fraude, hein, les vrais enjeux de l'évaluation de nos actions. Et alors, au-delà de toute la présentation qui est faite dans ce module, peut-être mettre le focus sur deux éléments en particulier. Un premier focus qui est plutôt la façon voilà, dont on souhaite aussi aborder les choses avec une graduation hein, de nos actions qui vont de l'accompagnement, de l'information, voire du contrôle pédagogique jusqu'à de la sanction encore plus marquée. Hein. En tout cas, l'assurance maladie a lancé de nombreuses actions ces dernières années, ces derniers mois, en particulier sur les centres de santé. Là, je pense que mes collègues illustreront aussi sur tout ce qui est société de prothèse. Dans ce module, il y a une vision très intéressante, évidemment, qui est celle je crois, d'Aurélie Combas-Richer, hein, qui est directrice de CPAM et qui, en Seine-Saint-Denis, est très engagée sur les actions de lutte contre la fraude, encore plus quand il y a des tensions sur le système de soins. Donc vraiment sur cette façon de procéder. Et puis, il y a aussi une action extrêmement importante qui est présentée, qui est l'accompagnement et le contrôle pédagogique hein, des professionnels de santé nouvellement installés. On est actuellement c'est pas plutôt exclusivement sur la population des infirmiers. Hein. L'objectif, c'est un professionnel infirmier libéral qui s'installe sur un territoire et donc qui a affaire à l'assurance maladie. Il faut que tout de suite, on lui explique comment facturer à bon droit l'ensemble des soins qu'il produit dans une nomenclature qui est compliquée quand même. Voilà. Et l'objectif, c'est de le suivre de façon graduée dans les premiers mois d'exercice et plus s'il faut pour voilà, lui rendre compte de ces anomalies de facturation, détecter nous ce qui pourrait être pas seulement de l'erreur mais du vrai abus et de la fraude qui mérite d'être sanctionné. Voilà, donc ça c'est une action extrêmement importante et que l'assurance maladie probablement, mais ce sont aussi des sujets de charge hein, dans les organismes importants, étendra à d'autres types de professions et ça fait partie aussi des enjeux qui sont portés dans les échanges actuels dans le cadre de la convention médicale, y compris pour accompagner les jeunes médecins qui s'installent. Voilà, donc un enjeu très important de contrôle et de lutte contre la fraude dans son entièreté. Merci beaucoup.
Le 6e module est consacré au numérique en santé et aux transformations qu'il a déjà occasionné, qui va continuer, les effets qu'il va continuer d'avoir sur le système de santé et les pratiques aussi de tous les acteurs en santé. Je vais laisser Laurence Braillon vous en présenter et les objectifs et les lignes directrices. Alors, c'est une formation qui aura lieu plutôt en fin d'année, 17 et 18 octobre, et qui a pour ambition de faire le point sur l'actualité du numérique en santé à travers 5 grandes thématiques et avec des regards croisés, comme vous avez pu le voir sur les autres modules. Sur ce module-là, on a essayé aussi de faire des regards croisés. Donc, la première thématique, c'est quelle feuille de route pour du numérique en santé? Où sont les grands projets posés dans cette feuille de route il y a déjà quelques années, avec notamment l'intervention de l'Agence du numérique en santé. Ensuite, c'est comment les acteurs institutionnels comme l'assurance maladie, l'ARS se sont emparés du sujet numérique en santé, à la fois pour revoir leur organisation, les services qu'ils peuvent proposer, et puis aussi pour mener leurs projets, notamment de gestion du risque, puisque le numérique en santé apporte un appui aussi en termes de gestion du risque. Ensuite, côté établissement et professionnels de santé, quelles utilisations ils font du numérique en santé, quels besoins ils ont encore. Enfin, le côté patient, quel usage pour les patients afin d'améliorer à la fois leur parcours de soins, les suivis dans le cadre des pathologies chroniques, par exemple, les modes de prise en charge. Et puis, nous finirons par des exemples internationaux pour savoir ce que les autres pays ont pu mettre en œuvre et font dans le cadre du numérique en santé. Merci Laurence. Il y a aussi, je pense, donc c'est un module qui sera au second semestre, on va aussi le travailler au travers de la grande tendance du moment, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générative, puisqu'on voit bien, en fait, c'est un autre nom qui peut lui être donné, mais on voit bien que c'est en train de bouleverser à la fois les pratiques des professionnels de santé, en matière notamment de pratiques hospitalières, mais ça peut aussi avoir des effets non négligeables sur plein d'autres domaines, en allant jusqu'à l'organisation des soins. On sait que par exemple sur les problématiques, là on voyait dans les feuilles de route du nouveau gouvernement l'histoire des rendez-vous non assurés. J'imagine que des sites comme Doctolib travaillent sur des solutions de ce type-là, ou que l'assurance maladie aussi a un regard à porter là-dessus. Donc, c'est pas forcément le programme que vous voyez, les programmes que vous allez voir, ils sont aussi en évolution, hein. Donc, on les actualisera sur notre site internet. Il y avait des questions sur où je peux m'inscrire, comment je peux faire. Le plus simple, c'est à la fois d'avoir la brochure, mais la brochure, c'est un état à un moment donné. Après, notre site, c'est la meilleure façon de voir le programme détaillé, les objectifs et de pouvoir s'y inscrire. On vous a mis le lien là dans le fil de questions-réponses. Et on l'alimentera quand il y a des nouveautés ou des changements d'intervenants, on l'alimentera aussi. Alors, il est 14h40, il nous reste 20 minutes, donc on a vraiment des intervenants qui ont joué parfaitement le jeu et qui ont su être très concis. Donc, je ne vais pas essayer d'être plus long que ça. Il nous reste quand même 3 modules importants à aborder. Le module numéro 7, il concerne la pertinence et la performance de l'organisation des soins. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est une question vraiment très importante, à la fois pour la gestion du risque, mais aussi pour la prise en charge des patients. Je vais demander à Claire Montet de déjà nous en présenter les grandes lignes, et puis ensuite on reviendra vers Laurence Dofy pour un complément. Alors oui, donc les objectifs de son module sont d'appréhender le système de soins sous l'angle de sa performance économique et sociale, de mesurer et d'évaluer la performance globale et sectorielle du système, d'identifier les techniques et méthodes permettant d'améliorer la pertinence ainsi que la performance des soins, de se positionner comme acteur de la performance du système de soins. Alors toujours des axes clés, définition de la performance, de la pertinence et des systèmes de valeur associés,
toujours des enjeux et pratiques d'évaluation médico-économique en France et avec une ouverture à l'étranger, notamment avec l'INAMI, l'Institut national d'assurance maladie en validité de Belgique, avec le docteur Pascal Meuss, pour ne pas le citer. Un regard croisé sur la pertinence et la performance du système de soins et bien sûr agir sur l'amélioration de la performance avec les axes de progression. Donc, nous avons pléthore d'intervenants. C'est un module très dynamique puisque tous nos modules sont dynamiques, constructifs. Et ce qui fait la grande force d'ailleurs de ces modules GDR, c'est que nous avons des stagiaires, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent avec des questions et qui nous permettent de réajuster à chaque fois nos modules. Donc voilà, peut-être un petit côté assurance maladie avec Laurence. Pas de problème, je vais me charger du petit côté. Plus sérieusement, ce module-là, effectivement, puisque j'ai une partie de mes équipes qui y participent, il est effectivement extrêmement dynamique et puis il a l'avantage de pouvoir creuser vraiment des concepts qui sont utilisés et qui sont beaucoup utilisés. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est aussi important de s'interroger ce qu'on met derrière pertinence, efficience. Finalement, on voit assez vite qu'on arrive un peu, ça permet d'embarquer le concept de gestion du risque, d'arriver en grattant un peu au cœur du réacteur de la maîtrise médicalisée, et surtout d'en mesurer les enjeux. Non seulement les enjeux financiers, mais les enjeux d'organisation, et c'est là où la comparaison aussi avec d'autres pays, d'autres systèmes est extrêmement intéressante. Et nous, à l'assurance maladie, en plus, ce sont les partenaires belges, sont vraiment des partenaires avec lesquels on travaille beaucoup, puisqu'en plus, ils ont un système de santé, ils ont une population qui est plus restreinte que la nôtre, donc l'enjeu est un tout petit peu différent, mais voilà, il y a quand même des vraies bonnes pratiques aussi à partager avec eux en matière d'outillage et en matière de pertinence. Ça fait le lien avec un sujet qui est aussi abordé, qui sont les leviers d'action. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme levier d'action au service d'une meilleure pertinence et d'une meilleure efficience dans notre système de santé? Et puis, un de mes leitmotivs, et mon adjoint intervient dans ce module, c'est comment on arrive à évaluer nos actions en matière d'efficience et de pertinence. Et ce sont des sujets extrêmement importants et en général qui amènent beaucoup de débats avec les stagiaires, puisque c'est souvent leur métier au quotidien et on voit que ce sont des sujets qui sont compliqués et ça permet de partager les expériences en particulier en la matière. Comment on arrive à mesurer la pertinence et l'efficience d'un système de santé? Merci beaucoup. Le module 8 et avant-dernier module va aussi est au cœur de l'actualité et concerne les transports sanitaires. Je laisse là encore, dans la continuité, Laurence Dauphy intervenir, puis on aura aussi bien entendu le regard de l'ARS à ce sujet-là. Oui, bien sûr, en tandem avec nos amis de l'ARS, surtout sur un sujet comme les transports sanitaires, où de toute façon, on est en étroite collaboration, assurance maladie et ARS, alors, comme sur tous les sujets, mais là, y compris sur des opérations administratives de nos chers amis transporteurs sanitaires. Alors vous allez dire que j'emploie souvent la même chose, mais c'est plutôt comme formule, mais c'est plutôt gage de cohérence et d'intérêt. Là aussi, le transport sanitaire, c'est très emblématique de beaucoup de choses et qui intéresse nos amis partenaires de l'ARS, de la MSA et des partenaires extérieurs et l'assurance maladie. On est vraiment sur une thématique de dépenses qui a une dynamique extrêmement forte depuis plusieurs années. 2, une thématique de dépenses de santé qui embarque le secteur libéral et le secteur hospitalier. Puisqu'on sait que de mémoire, on a près des 2/3 des prescriptions de transport qui émanent des établissements de santé, contrairement peut-être aux autres prescriptions qui sont, elles, plus émanant de la ville. Donc, on ne peut pas parler de transport sanitaire si on ne parle pas aux établissements de santé.
On a un vrai enjeu, et j'avais de mémoire fait intervenir une de mes collègues qui est en charge de la gestion de la production des flux de facturation des transporteurs sanitaires, que ce soit les transporteurs sanitaires, les taxis, qui sont des vrais enjeux au sein des organismes d'assurance maladie. Il y a un vrai enjeu de liquidation de ces prestations, il y a un vrai enjeu de contrôle, et il y a un vrai enjeu de gestion du risque, parce que ce sont des factures compliquées aussi à régler et sur lesquelles on peut constater de nombreuses anomalies. Et moi, j'ai coutume de dire que les collaborateurs qui sont en charge de ce paiement des prestations de transport sont souvent les premiers acteurs de la gestion du risque. Donc ça, on a cette composante métier aussi, assurance maladie, prestation qui est extrêmement importante. On a une composante aussi extrêmement forte qui est une composante d'outillage qui est aussi abordée sur la facturation de transport, la facturation électronique, la géolocalisation, donc des vrais outils embarqués qui doivent être au service de l'efficience sur cette thématique-là. Et puis, de mémoire aussi, on a des représentants de la profession des transporteurs sanitaires qui interviennent et qui donnent aussi leur vision de partenaire de l'assurance maladie. Il y a un vrai enjeu de négociation, un vrai enjeu politique en matière de gestion de la vie conventionnelle avec les transporteurs sanitaires. Certains ont vu probablement aussi des taxis faire des blocages sur les routes. Donc, il y a un vrai aussi... Il y a des rapports qui sont durs avec cette profession-là, mais un vrai enjeu aussi de réussite collective, parce que les transports, ça irrigue aussi la bonne mise en œuvre des parcours de soins, des sorties d'hospitalisation, etc. Donc on a vraiment une vraie particularité d'ailleurs française du système de santé français, puisqu'il y a quand même très peu de pays qui remboursent et qui prennent en charge les transports sanitaires, ou en tout cas pas de façon aussi large. Donc c'est un vrai enjeu aussi d'équilibre et de politique publique en matière de santé. Je te laisse, Tanguy, peut-être. Oui, pardon. Merci beaucoup. Voilà, il y a aussi des enjeux qui vont être liés au transport sanitaire, sur comment on les replace dans un contexte plus général dans la politique de santé. Alors, c'est vrai que dans ce module, on pourra aborder quelles sont les missions et prérogatives de l'ARS. Il faut savoir qu'une ARS, c'est à la fois une tutelle, mais aussi une police administrative pour ces transports sanitaires, qu'il y a des sanctions qui sont possibles. On a un véritable rôle pour créer des sociétés, pour autoriser des transferts d'autorisation de mise en service. Et c'est vrai que les dernières réformes ont entraîné des travaux qui étaient très importants dans les territoires, notamment pour réguler, alors il y a une régulation qui se fait au niveau national, mais aussi une régulation qui se fait dans les territoires, pour coordonner les différents acteurs qui interviennent auprès des transporteurs sanitaires. Alors, je citerai notamment les SAMU, les services d'aide médicale d'urgence, comment ils travaillent en lien avec les associations départementales des transports sanitaires urgents, et comment finalement on arrive à faire évoluer cette profession pour notamment, alors ça c'est un point qui est important en ARS, dans la réforme de la garde et des transports sanitaires urgents, pour qu'ils jouent un véritable rôle et qu'ils puissent être, voilà, on va dire, le véritable bras armé pour nous aider dans toutes nos politiques sur les transports et l'aide médicale d'urgence. Donc, on a des comités qui existent dans les territoires, et donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment, main dans la main, entre l'assurance maladie et les ARS, on essaye, voilà, de faire évoluer une profession pour qu'il ait un véritable rôle de santé publique dans les territoires, et comment on arrive à mailler ce territoire pour prendre en charge des patients, notamment sur les questions d'urgence. Donc voilà, plein d'enjeux sur les transports sanitaires, des rapports qui sont parfois compliqués, on peut le dire, mais qui sont, on va dire, riches d'enseignements et qui nous permettent, voilà, d'avancer sur certaines actions vraiment de façon coordonnée, SAMU, SDIS, ARS, assurance maladie, et puis ces représentants des transports sanitaires qui sont maintenant organisés, qui s'organisent de plus en plus avec ces associations au niveau territorial. Voilà, j'ai essayé de donner vraiment l'approche territoriale, mais ça, on a fait un duo pour vous montrer vraiment ces enjeux nationaux, puis les enjeux qui existent vraiment dans les territoires, puisque une personne qui ne va pas être prise en charge à son domicile, ça va impliquer aussi des coûts qui vont être très importants pour la société. Voilà.
Et alors, je me permets, parce que je vois qu'on a quand même quelques minutes, je rajoute un élément pour boucler la boucle avec Tanguy, et quelque chose qui prend évidemment, et un enjeu qui prend de plus en plus d'importance et qui est absolument majeur. On en parlait tout à l'heure à propos des médicaments, hein, c'est l'enjeu de sobriété et l'enjeu écologique, hein, sur les transports sanitaires qui, voilà, quand on pense sobriété du système de santé, on pense prescription, on pense médicaments, et on pense transport sanitaire à juste titre. Bon, voilà, l'assurance maladie porte une mesure qui ne va pas être simple sur le transport partagé, qui existe déjà, mais pour le majorer, puisqu'on diminue quand même par 3 hein, les coûts et l'impact carbone du transport sanitaire avec ce type de mesure. Donc ça aussi, je pense qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'enrichissement de ce module dont parlait aussi Claire tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on enrichisse. Et je crois me souvenir qu'on l'a déjà prévu pour cette année. Voilà. Pardon si je suis revenue dans le désordre. Tout à fait. J'y pensais aussi, j'allais aussi en parler, voilà, parce que c'est alors essentiellement, on essaie vraiment de renforcer cet aspect-là sur ce que Philippe Nati-Dauphin a pu présenter sur la partie médicaments, dispositifs de santé. Le transport, ça reste aussi quasiment un deuxième secteur majeur. Alors on peut parler à la fois de l'impact carbone, effectivement, mais côté médicaments et dispositifs médicaux, il y a aussi la question voilà, des soins éco-responsables qui peuvent émerger dans les structures hospitalières, la question aussi des filières de recyclage, enfin des déchets. Voilà, des déchets. Alors, je ne sais pas si c'est abordé en tant que tel sous cet aspect-là, mais dans le module médicaments, dispositifs médicaux, mais on veut vraiment renforcer cet aspect-là, et le N3S a aussi un rôle à jouer, on tient à jouer un rôle en matière de formation aussi, à la transition écologique. J'espère, Philippe, j'ai pas dit de bêtises. On a un peu de temps, c'est pour ça que je fais un retour en arrière sur la partie médicaments. Du tout. Ce qu'on essaye déjà de faire sur la partie réduction de l'impact environnemental du médicament, c'est de finalement lister quels sont les impacts sur lesquels on peut agir. Parce qu'on parle beaucoup de réduction du bilan carbone, mais encore une fois, c'est un des éléments. Et ensuite, une fois qu'on a listé finalement ces canaux, essayer de voir ce qu'on peut faire de manière opérationnelle. Quand on dit qu'on va réduire l'impact des produits de santé, le paradoxe, c'est que évidemment, on ne va pas réduire les prescriptions chez les personnes chez qui c'est utile. Et on a une marge de substitution qui est en fait très faible. Alors, il y a des exemples de substitution. Hein, par exemple, quand vous êtes à l'hôpital, que vous allez recevoir une anesthésie générale, et ben, on s'est aperçu que selon le type de gaz utilisé, il y a des réductions d'impact, par exemple, d'effet de serre de peut-être de 1 à 100. Donc là, il y a pu y avoir une amélioration, la même durée d'anesthésie, on modifie le produit, on réduit vraiment un impact. Avec des limites. Vous faites une anesthésie très longue, et ben en fait, c'est normal que vous ayez un gaz qui a une durée de vie dans l'environnement assez longue, parce qu'il faut bien que la personne reste endormie longtemps. Sinon, le chirurgien aura un petit problème. Les produits de santé, en fait, vraiment en 30 secondes, c'est ce que je disais. C'est un sujet majeur multiforme, la réduction de l'impact. Il y a l'aspect totalement industriel qui aujourd'hui est plus une prérogative d'action c'est France 2030 qui agit là-dessus, c'est la Direction générale de l'économie à travers les feuilles de route de réindustrialisation. Ça impacte un petit peu nos affaires du quotidien, notamment sur la gestion des pénuries, parce que quand pour améliorer le bilan carbone, on se met à reproduire 10 000 tonnes de paracétamol par an en France, concrètement, oui, il sera plus vert, mais oui, il sera aussi potentiellement beaucoup plus disponible pour nos patients. Donc c'est pour ça que ce que je vous disais, en fait, tous les différents champs, ceux qui sont prioritaires pour nous d'améliorer les usages, mais ceux qui sont prioritaires pour d'autres domaines de l'action publique, à un moment, ils convergent. C'est ça qui fait qu'il y a une... C'est aussi ce à quoi on s'attache dans le module produits de santé, mais dans tous les autres modules qui vous ont été présentés, c'est à raconter une histoire la plus complète et cohérente possible. Et justement, à refaire ce lien entre différentes actions, que quand on est un opérationnel
sur le terrain, qu'on fait une partie de l'action, on a tendance très vite à perdre de vue toutes les contingences qu'il y a autour. Et en fait, non, on s'inscrit bien dans une globalité. Alors, la transition est toute trouvée pour les 5 dernières minutes vers le dernier et 9e module qui, justement, à travers un certain nombre de thématiques, vise à muscler, redonner un cadre, une méthodologie en matière de gestion de projets complexes, mais gestion de projets complexes adaptée, bien entendu, aux problématiques évoquées notamment de la gestion du risque maladie. Je repasse le micro à Laurence Dofy puisque c'est aussi elle qui l'a reconstruit avec ses collègues de la CNAM pour qu'elle nous en présente les grandes lignes. Oui, je vais être finalement assez rapide puisque je pense que ce 9e module finalement représente assez bien la synthèse de l'ensemble des 8 modules qu'on a évoqués tout à l'heure, qui mettent en exergue sur nos sujets de gestion du risque au sens large. On est dans une complexité un peu intrinsèque, une complexité partenariale, parce qu'on voit qu'on est aussi tout à fait multipartenaire, qu'on est sur des enjeux aussi multifactoriels, démographiques, sociologiques, etc., qu'on a des enjeux compliqués à concilier, qui sont les enjeux financiers, qui peuvent aussi s'entendre sur un temps un peu plus long, et puis des enjeux d'action rapide, donc puisqu'on a quand même, n'oublions pas, tous les ans une LFSS, tous les ans un ONDAM, et que on doit déployer des actions dont on essaie de voir les impacts le plus rapidement possible. Or, on voit que au vu de la complexité et des partenaires à embarquer sur une action, un programme de gestion du risque de santé publique qui ne dépend pas que de nous, et heureusement d'ailleurs, on est forcément embarqué aussi sur un temps beaucoup plus long, mais cela étant, la pression financière à très court terme, elle est là et elle ne cesse de s'accroître, et puis on y rajoute aussi sans cesse de nouveaux enjeux qui viennent se greffer sur nos projets de gestion du risque, les enjeux du numérique en santé, de l'innovation et les enjeux qu'on vient d'évoquer aussi de sobriété du système dans l'ensemble de ces exceptions. Alors, ce qu'on a essayé, alors j'en parle d'autant plus d'éléments, c'est que c'est avec mon équipe qu'on a essayé de construire ce module. C'est vraiment qu'il soit très représentatif d'une articulation entre ce qu'évoquait Benjamin, donner des principes, donner de la méthodologie, vous faire aussi bénéficier de ce qu'on a rénové aussi au sein de la Caisse nationale, qui est le guide de chef de projet pour mener les actions de gestion du risque, pour les construire, pour pouvoir les livrer en son temps, pour pouvoir les évaluer, et puis articuler ça avec surtout des cas pratiques. Qu'on espère et qu'on renouvellera, mais des plus emblématiques de ce que vous pouvez avoir à mener aussi sur le terrain. Et donc, il y a effectivement cette première partie, comment on arrive à délivrer de la méthode, mais comment après on peut éprouver cette méthode à des cas pratiques qu'on débriefe aussi ensemble, et comment on peut greffer de nouveaux enjeux en matière aussi de marketing, d'évaluation financière de nos actions. Voilà, donc on essaye vraiment, je pense que le maître mot de ce module, c'est comment allier principe et théorie, enseignant ce qu'il en faut. Il faut de la méthode, sinon on n'arrive pas aussi à embarquer l'ensemble des acteurs, mais comment, concrètement, pendant 2 jours, on a le temps en petits groupes de l'éprouver à des cas pratiques et puis à débriefer ensemble sur l'amélioration aussi des principes et des méthodes. Et je pense que c'est ça qu'on a essayé, en tout cas dans la version de 2023 d'insuffler, qu'on continuera à essayer de porter avec vous. Merci beaucoup. 14h59. On a eu plutôt des questions qui démontrent l'intérêt pour comment s'inscrire, où ça se passe. Donc, je vous invite à aller rebalayer tout cela sur notre site. Vous pourrez aussi revisionner des éléments de ce webinaire si vous avez besoin de vous remettre au clair ou de convaincre vos responsables de l'intérêt, de la nécessité de s'inscrire et de suivre ces modules-là. Je vous remercie. Je remercie déjà vraiment tous les intervenants, toute l'équipe N3S. C'était très riche, très complet, pour leur disponibilité aussi, leur rapport, et puis le fait que ce soit toujours qu'on soit à la pointe, on va dire, et de l'actualité et de pouvoir contribuer à cet effort collectif aussi au service de la santé publique. On peut aussi le
le prendre comme ça. Merci à toutes et à tous. Très bonne fin d'après-midi. Et puis, à bientôt à l'EN3S ou dans les réseaux de la sécurité sociale. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.